Bon, je ne peux que remercier mes prédécesseurs à cette tribune. Je partage globalement leur point de vue. Je voudrais simplement vous donner un petit éclairage un peu haut, parallèle, pour compléter, pour ne pas être redondant. Un jour, un membre de mon équipe m'a révélé la chose suivante. Il était en réunion avec une autre structure et le directeur de l'autre structure l'a interpellé en lui disant « Ah oui, vous appartenez à une structure et vous êtes dirigé par un philosophe. » Alors il s'agissait de moi dont il parlait, j'étais un peu surpris, c'est pas tout à fait faux, mais je crois qu'il faut partir du principe de la nécessaire fécondation de la philosophie avec la psychiatrie. Vous voyez bien, en tout cas en France, que l'addiction, l'addictologie dépend de la médecine et plus particulièrement de la psychiatrie. Pourquoi pas? Or, si on réfléchit bien, on s'aperçoit que loin de là, la psychiatrie a toutes les réponses. D'abord parce que tous les addicts sont dans toutes les structures. Aucune structure psychique n'interdit l'addiction, ou en tout cas l'addiction s'ouvre à toutes les structures. Que vous soyez névrosé, psychotique ou pervers, vous pouvez être addict. Deuxièmement, moi je me suis rendu compte qu'au fil du temps et de mon expérience, 17 ans de suivi de résidents donc, dans une structure que je vais vous décrire, 90% des gens qui sont des grands alcooliques ou des grands toxicomanes de ce qu'on appelle en France les drogues illicites, héroïne, cocaïne, eh bien ce sont des gens qui ont été traumatisés dans leur vie. J'ai eu beau chercher, je n'ai jamais vu un grand toxicomane qui n'avait pas l'occasion de se souvenir et d'élaborer autour d'un traumatisme. Traumatismes qui sont liés à la violence physique, psychique, voire sexuelle, voire liés à des fameux secrets de famille. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'addiction, dans 90% des cas, venait d'un grave trouble qui s'est effectué dans la vie. Alors, vous pourriez me dire, très bien, banco, ça relève de la psychiatrie. Pas tant que ça quand même, parce qu'on est confronté à l'incompréhensible. Et s'il y a une chose qui est particulière de la philosophie, c'est précisément de s'intéresser à l'incompréhensible et d'être obstinément sujet d'une réflexion sans être certain d'apporter des réponses. Et ça, le médecin ne le fait pas vraiment. L'art médical n'est pas quelque chose qui crée quelque chose de précis. Il contribue à un rétablissement d'équilibre qui souvent, en dehors d'un apport chimiothérapeutique, n'est pas forcément très visible. Donc on est bien en présence dans l'addiction d'une problématique humaine fondamentale qui existe depuis quasiment toujours, à mémoire d'historien. On sait que c'est dans tous les milieux, on sait que ça ne dépend pas de l'âge, que ça ne dépend pas de la précarité ou de la richesse. Donc c'est une question qui est profondément anthropologique. Alors, plus précisément, pour revenir aux fameuses communautés thérapeutiques qui nous occupent, en France, ça s'appelle plus précisément des centres thérapeutiques résidentiels. Il y a un texte de loi et une directive qui décrit les choses, je vous le dis, c'est très court, mais ça va nous permettre de pouvoir élaborer. Le centre thérapeutique résidentiel est une structure qui associe un hébergement collectif et le soin. Il assure les mêmes missions et prestations que l'ambulatoire et il constitue le support à une prise en charge individualisée. Il s'adresse à des personnes, y compris si elles sont sous traitement de substitution aux opiacés, ayant besoin d'un cadre structuré, ainsi qu'un éloignement temporaire, une rupture avec leur environnement habituel. Son apport réside dans la diversité des approches, prise en charge médicale et psychologique, accompagnement, socialisation, réinsertion socio-professionnelle. Le séjour, généralement de quelques semaines à plusieurs mois, a une durée maximale d'1 an. Donc vous voyez quand même qu'en France, je parle pour la France, c'est la seule institution dite médico-sociale où on demande à la fois de soigner et de réinsérer. Ce que nulle part ailleurs on demande, puisque vous avez soit des centres de soins, hôpitaux ou autres, ou des lieux pour l'insertion ou la réinsertion. On a donc là déjà un objectif qui nous met vraiment sous pression. Alors, l'intérêt du collectif. Et là, je vais vous parler en philosophe. Vous voyez bien qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on est soignant dans ce genre d'institution? On essaye de faire naître en quelqu'un
un projet individuel. Il ne s'agit pas de calquer sur nos résidents des projets de vie que l'on aurait soit fantasmés pour eux ou qui seraient inscrits dans une quelconque doxa. Le projet individuel. Or, il n'existe pas de projet individuel qui naisse hors d'un collectif. Le berceau du projet individuel, c'est le collectif. Avec ce principe, je dirais presque philosophique, vous établissez déjà l'intérêt des centres thérapeutiques résidentiels ou des communautés thérapeutiques. Alors, moi, je voudrais rajouter à ce qu'a dit mes collègues une chose extrêmement importante par rapport à l'ambulatoire ou à des suivis en individuel auprès de psychologues, d'assistantes sociales ou de psychiatres. L'intérêt de la communauté thérapeutique ou du centre thérapeutique résidentiel, donc l'idée du collectif, c'est au fond de permettre à tous les accompagnants, médecins, soignants, psychologues, ça permet de ne pas réduire l'individu à sa problématique. Quand vous êtes en ambulatoire, quand vous recevez quelqu'un qui vient pour un problème d'alcoolisme, bon, c'est vrai, vous allez parler d'autre chose, mais il ne se passe rien d'autre dans votre relation qui soit de nature à vous mettre dans la périphérie de la problématique addictive. Et quand je dis la périphérie, c'est toute la personne. Vous savez, la célèbre question que le philosophe Henri Maldinet distinguait, quand on dit dans la salle « qui est malade ?» Vous voyez, si je dis ça, vous allez tous pouvoir éventuellement lever le doigt en évoquant votre symptôme. Or, ce n'est pas la question qui est posée. C'est qui est malade. Qui êtes-vous, vous, monsieur ou madame, qui souffrez d'une addiction ou d'autre chose? Et le centre résidentiel, la communauté thérapeutique, dans l'esprit même de la vie collective, permet de ne pas réduire l'individu à sa problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement des événements quotidiens à faire. Il y a la nourriture, le ménage, il y a participer à une activité, il y a tout d'un coup sortir, aller au théâtre, mais en groupe. C'est-à-dire que même si le groupe ont toutes la même problématique, les soignants, les accompagnants, eux, ça leur permet de ne pas les réduire à ça. Et ça, je crois que c'est capital. C'est une réflexion philosophique. Retenez toujours, qui est malade, ça ne veut pas dire qui a le symptôme qui nous occupe. C'est qui êtes-vous, vous qui souffrez, entre autres. Je dis bien entre autres, parce qu'il y a d'autres souffrances. Tous les addicts ont aussi toutes les autres souffrances. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous vous voyez dans le temps, dans l'espace? Qui est malade, c'est qui êtes-vous? Et ça, le collectif permet de ne jamais oublier ça. Je dirais en bémol que c'est un peu le problème de la paire aidance, c'est que les pères aidants ont tendance, malgré tout, puisque c'est d'une certaine façon, c'est leur compétence, la problématique, le symptôme. Et je dirais que c'est le seul bémol. Je suis tout à fait pour la paire aidance. Je veux simplement noter que le père aidant est souvent conduit, malgré lui, à un peu trop focaliser sur la problématique et à ne pas prendre en considération l'intégralité de la personne. Alors, l'autre intérêt, et vous l'avez dit, Étienne, l'autre intérêt du collectif, c'est de générer une réelle pluridisciplinarité entre tous les professionnels. Et je suis tout à fait d'accord avec Étienne, le secret professionnel n'existe pas en institution. C'est ce qu'on appelle la thérapie institutionnelle. Là, on voit vraiment fonctionner tout l'intérêt d'échanger entre professionnels de compétences différentes, d'expériences différentes. C'est pour ça qu'un psychologue ne doit surtout pas, ou en tout cas mettre une certaine forme, mais ne doit surtout pas réserver pour lui un secret. D'abord, les réunions de synthèse, c'est du secret qu'on dit partagé, ça ne sort pas d'ici, personne n'en parle à l'extérieur, mais si vous voulez vraiment accompagner quelqu'un, et je le répète, accompagner quelqu'un dans un projet individuel, pas dans quelque chose qu'on a tracé pour lui, faire des enfants, avoir une voiture, un chien, pas forcément avoir un métier particulier. Bref, la pluridisciplinarité ne peut être à l'œuvre, et elle est capitale, que dans un centre collectif, centre thérapeutique résidentiel ou communauté thérapeutique. Alors, l'autre point, évidemment, par rapport... Moi, j'axe mon intervention sur l'intérêt par rapport à l'ambulatoire, vous avez compris. L'autre intérêt, c'est de multiplier les possibilités de faire adhérer les résidents à des activités.
Vous voyez bien qu'en ambulatoire, les gens viennent, d'abord ils consomment éventuellement, et pourquoi pas, enfin si possible pas trop, parce qu'un entretien psychologique n'a pas beaucoup d'efficacité si la personne est vraiment sous-produit. Mais ça serait difficile dans un centre ambulatoire de dire, bah, tiens, après le psychologue, peut-être devriez-vous aller au cours de yoga, au cours de Feldenkrais, ou ce que j'ai mis en place depuis 10 ans, l'art-thérapie. L'art-thérapie est une indication extraordinaire dans le cadre de la dictologie. Alors, quand on est dans un centre thérapeutique résidentiel, dans une communauté, les gens, je ne voudrais pas employer le mot atroce, mais au fond, ils sont captifs. Ils ne sont pas de chez eux, de toute façon, il est censé, d'un commun accord, qu'ils restent un certain temps. Donc ça veut dire qu'ils sont disponibles pour tout ce qui est proposé. Et alors là, c'est à l'imaginaire des équipes et des directions que de proposer le plus possible de choses avec le peu de moyens que nous avons. Mais c'est une possibilité. C'est un espace qui permet la multiplication de toute activité plus ou moins thérapeutique. Et au fond, je vous rappelle quand même cette très belle définition du philosophe, encore j'y reviens, du philosophe Henri Maldinet sur qu'est-ce que c'est que la thérapie. Question de fond. Alors, tous les professionnels de santé ont une vague idée, oui, c'est réparer, c'est être au chevet du malade, mais la plus belle définition que j'ai rencontrée, c'est la suivante. La thérapie, c'est libérer en quelqu'un sa capacité d'exister. Alors qu'est-ce que c'est qu'exister? Vous me direz, ben, c'est pas seulement vivre, et on est tous plus ou moins existants ou vivants. Exister, c'est vraiment être à l'avant de soi, dans l'accueil de l'événement, qui généralement est inanticipable et imprévisible. La vraie existence, c'est donc se transformer à chaque rencontre dans l'ouverture d'un événement que nous ne pouvions pas prévoir. Vous pouvez le constater dans vos vies, là tout de suite, vous voyez bien que c'est ça l'existence. Simplement, quand on est psychotique ou profondément, je dirais, sous-produit, vous n'êtes pas dans l'ouverture, vous n'êtes pas dans la rencontre et vous n'êtes surtout pas dans l'accueil des événements qui vous transforment, donc qui vous font avancer et qui participent de ce fameux projet individuel dont je parlais. Projet individuel qui, il suffit que vous preniez l'exemple d'un enfant humain, si vous le laissez seul, il meurt. Le collectif lui permet de vivre, puis éventuellement d'exister dans le meilleur des cas. Donc vous voyez, le lieu, je dirais, de tous les possibles, sinon on est beaucoup plus dans un soin qui effectivement permet à des gens qui sont dans une vie active, par exemple, de pouvoir travailler effectivement, puis d'aller voir le psy. Mais dans certains cas, quand il s'agit quand même d'un effondrement, d'une catastrophe, au fond c'est ça, c'est un peu comme la psychose. Une vraie tombée dans l'addiction, c'est une catastrophe existentielle. Il n'y a jamais de gens, enfin moi j'en ai jamais connu qui soient heureux de ça, bien évidemment. Vous savez qu'à part les premiers moments de lune de miel, ils reviennent tous de ces moments terribles. Et en même temps, comme disait un psychiatre, il n'y a pas plus de vieux toxicomanes qu'il n'y a de vieux trapézistes. Il y a un moment où, de toute façon, le corps lâche. Mais en même temps, ce sont que des scènes d'horreur, au fond, des parcours de vie épouvantables, à tel point d'ailleurs que s'il y a bien quelque chose qui persiste dans un centre et que justement on peut travailler, c'est la dépression. La plupart des gens qui ont 20 ans de consommation, qui se retrouvent à un degré zéro ou à partir duquel il faut repartir, dans une optique souvent réduite à un logement social et à un emploi alimentaire. Ce n'est pas des choses qui font rêver, surtout des gens qui ont eu l'habitude de rêver, précisément. Donc l'idée, c'est de constituer un projet individuel qui peut ne se faire, comme l'a très bien dit mes prédécesseurs à cette tribune, ça relève de l'autre, la communauté, avec un sentiment aussi du aujourd'hui, on voit ce qu'on fait pour les autres, avec les rapports avec les soignants. L'anecdote de l'hôpital militaire est étonnante. Là, il y en a une autre comme ça. Vous savez qu'un jour, dans un hôpital psychiatrique allemand, où il y avait une piscine, un jour, un patient s'est assis au bord de la piscine avec une canne à pêche, trempant dans l'eau. Un médecin psychiatre passant par là, se voulant en contact avec son patient, lui dit « Alors, sa mort ?» Et le patient se retourne en lui disant « Docteur, vous êtes idiot, vous voyez bien que c'est une piscine. » Donc, voyez à chaque fois le retournement soignant-soigné d'abord, et puis attention, quand on est fou, on n'est pas tout le temps fou. Et quand on n'est pas fou, on est parfois un peu fou.
Eh bien, c'est un peu pareil dans l'addiction. Il y a des pratiques massives, mais il y a des moments où il n'y a pas de pratique. Ces zones dites d'abstinence, qui ne sont pas fortement heureuses, c'est bien là le problème, et c'est tout l'intérêt, là encore, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'intérêt du collectif. Donc je voudrais terminer, donc vous voyez qu'en France, en tout cas, il y a une légère différence, parce qu'en France, on distingue la communauté thérapeutique, où c'est l'accent sur le groupe qui est le plus marqué, comme Étienne Vendy veut dire, et puis ce qu'on appelle les centres thérapeutiques résidentiels, où il est plus question de multiplier les approches thérapeutiques. Le projet individuel, malgré l'idée de communauté, c'est-à-dire arriver à faire en sorte qu'une personne dans le groupe ait quelque chose à elle, de personnel, de singulier, pour un avenir qui est, dans la plupart des cas, pas vraiment reluisant. Il est évident que, moi, il se trouve que nous avons des gens de 40 ans, en moyenne. Nous avons eu longtemps, d'ailleurs, un mixte parfait entre hommes et femmes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne m'explique pas. Depuis 6 mois, on n'a plus de candidature de femmes. Bon, ça peut être un concours de circonstances. Mais en tout cas, des gens de 40 ans, pour la plupart, qui ont eu 20 ans de cauchemar et qui s'apprêtent à l'idée de redémarrer ou de démarrer, enfin plutôt disons redémarrer quand même, avec des perspectives pas vraiment réjouissantes. Voilà, donc en France, il y a ces deux choses. Ça existe depuis ce texte que je vous ai lu, qui décrit approximativement ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, date d'une dizaine d'années. Il y a eu des transformations plus ou moins conséquentes, puisque par exemple, moi dans mon cas, mon centre était spécialisé dans les drogues illicites. Il a été obligatoire pour nous, mais de toute façon, de facto, ça se présentait, de prévoir aussi l'alcoolisme. Parce que, soit dit en passant, en France, 300 000 personnes en danger avec les drogues illicites, 6 millions de personnes en danger avec l'alcool. Vous voyez que les communautés thérapeutiques, les centres résidentiels ou même l'ambulatoire, il y a comme un gros avenir dans l'alcoolisme, qui est radicalement différent en termes d'accompagnement que les drogues illicites. C'est vrai que quand on a l'habitude de travailler avec des héroïnomanes ou des cocaïnomanes, c'est pas du tout la même chose avec l'alcool, pour différentes raisons, parce que d'abord l'alcool est libre, bon ça c'est une évidence, mais c'est pas les mêmes choses. En tout cas, la même origine, à chaque fois, quelque chose de traumatique. C'est pour ça que je ne suis pas contre, évidemment, l'anamnèse, je ne suis pas contre, et c'est très important que quelqu'un puisse réélaborer l'histoire de son trauma. Donc le collectif, oui, certes, avec un soutien psychologique individuel qui peut faire émerger ces traumas, qui peuvent être relatés plus ou moins d'une façon édulcorée. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais c'est très important. On ne peut se relever d'un trauma qu'en l'élaborant. Alors juste pour terminer, un dernier mot, donc je suis un peu spécialiste d'art-thérapie. D'un point de vue philosophique, j'enseigne dans des écoles d'art-thérapie en France. J'ai initié dans mon centre depuis 12 ans tous les médiums d'art-thérapie, et on s'est rendu compte que tout simplement, en un mot, qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie? C'est mettre des gens en situation de faire œuvre. Je n'ai pas dit chef-d'œuvre, j'ai dit de faire œuvre. Or, le faire œuvre, qui peut durer 3 minutes, il possède l'évidence absolue d'exister. C'est-à-dire que si vous répétez chez des gens en grande difficulté, d'abord dont le premier syndrome est la Grande Dépression, si vous les mettez en situation de faire œuvre, c'est-à-dire que si vous les mettez en situation, sans qu'ils le sachent, d'exister, être à l'avant d'eux-mêmes, sans peur de quoi que ce soit, et produire quelque chose qui va les dépasser et qui va les étonner, eh bien vous multipliez les expériences d'existence par rapport au simple vivre. Et enfin, c'est encore mieux quand c'est fait en groupe, évidemment, puisque le collectif permet une confrontation, permet de voir les autres faire œuvre et d'être, je dirais, amené à faire œuvre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.